Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce JT de l'OM spécial. L'OM 4e avec 19 unités reçoit dimanche soir en clôture de la 13e journée de Ligue 1. Le concurrent lyonnais dans un stade plein et en fête, 120 ans du club oblige. Le rival qui pointe au 10e rang mais pas tellement plus bas niveau comptable. Seules 3 longueurs séparent les adversaires du soir. C'est le match qui termine la longue et pénible série de l'Olympique de Marseille. On a retrouvé le sourire néanmoins le week-end dernier et heureusement. Alors après Paris, Monaco et Lille, c'est peut-être ce match que l'on attendait le plus. Est-ce d'ailleurs le vrai choc pour l'OM de Villas-Boas et plus précisément de la Ligue 1 ? On va tenter de répondre à cette question. J'ai personnellement ma réponse, mais ce qui nous intéresse, c'est évidemment celle de mes invités, que des experts, s'il vous plaît. Autour de cette table, Yves Mérins, d'abord ancien journaliste, passionné de foot et de l'Olympique de Marseille, évidemment, qu'il connaît par cœur. Bonjour et merci Yves d'être là. Bonjour Laurie, et très heureux de vous retrouver sur un sujet aussi important que l'OM. Exactement. De même, à vos côtés, Yves, un ancien entraîneur, ancien joueur qui connaît l'OM pour y avoir joué, évidemment, Robert Buig. Bonjour Robert, Laurie, et merci d'être avec nous. Et enfin, notre grand reporter du service des sports de la Provence, j'ai nommé Mario Albano, qui termine ce plateau en beauté. Bonjour Mario, merci d'être là. Bonjour Laurie, et je suis très heureux de retrouver Robert Buig parce que lui, il a battu Lyon en finale de la Coupe de France avec l'OM. Un bon présage. Exactement. Un bon présage avant ce match. Alors, on va commencer tout de suite, messieurs, avec le premier thème de cette émission spéciale. Quel choix d'hommes, quel 11 de départ pour affronter Lyon dimanche soir à l'Orange Vélodrome. André Villas-Boas avait opéré des changements et des changements payants face à Lille le week-end dernier. Est-ce que pour vous, on prend les mêmes et on recommence ? Et justement, Bouba Camara, repositionné en sentinelle devant la défense, vous a-t-il convaincu et doit-il être reconduit à ce poste dimanche soir ? Je vais commencer avec vous, Robert. Tout à fait. Moi, je pense que le coach, malheureusement, avec l'absence de Sakai, je crois qu'il est suspendu, aurait certainement renouvelé le même 11 de départ. Moi, je pense qu'il va le modifier, bien évidemment, avec le décrochage sûrement de Bounassar. Et je pense que ce sera Valère Germain qui jouera sur le côté droit. Et après la prestation de l'équipe contre Lille et la prestation, notamment, vous le soulignez, de Camara en milieu de terrain, je pense que le 11 de départ s'impose de par lui-même. On va s'attarder un petit peu, Yves, sur Bouba Camara. Il a dit qu'il préférait jouer défenseur central. Il a été très bon au milieu. Qu'est-ce qu'il amène en comparaison d'un Kevin Strootman ? Villas-Boas a expliqué son choix de le laisser sur le banc en disant qu'il était fatigué. La différence entre un Bouba Camara et un Kevin Strootman, selon vous ? Déjà, je ne suis pas d'accord avec Bouba Camara parce que moi, je le préfère au milieu de terrain plutôt qu'arrière central. Ouais. Parce que d'abord, je trouve qu'il a une belle activité au milieu de terrain. Ce qui est un petit peu antinomique avec Strootman qui est un peu qui marche plutôt qu'il ne court, et puis je trouve qu'il est un petit peu léger derrière physiquement comme arrière central, donc ça demande confirmation, mais moi j'aime bien cette idée de Bouba Camara au milieu de terrain. On l'avait déjà vu, Mario, Bouba Camara aussi à ce poste sous Rudy Garcia. Et comme Rudy Garcia m'a dit en début de semaine, il me dit tiens, je vois que mon idée n'était pas si mauvaise, mais elle est d'autant meilleure que les derniers matchs de Bouba Camara en défense centrale ont été catastrophiques. Il est quand même grandement responsable de la défaite de l'OM à Paris et à Monaco. Oui, mais il fait de grosses erreurs de marquage. Mais absence d'Alvaro aussi. Absence d'Alvaro aussi, mais il avait fait aussi parfois des erreurs avec Alvaro. Et au départ, quand Garcia l'avait mis numéro 6, c'était aussi pour que ces erreurs éventuelles puissent être compensées par un défenseur derrière. Donc là, en numéro 6, d'abord, il n'a pas fait d'erreur. Et ensuite, c'est vrai qu'il a apporté une dynamique que Kevin Strootman n'est plus du tout en mesure d'apporter. Et il a rattrapé beaucoup de coups, ouais. En plus. Donc il est plus utile là que derrière. Ça veut dire que Strootman est out, du coup, même sur un gros match comme ça ? Mais même quand il joue, il est out. Ouais. Je crois que, personnellement, ça fait longtemps que j'aurais écarté Strootman du 11 de départ, parce que bon, c'est vrai que, comme vient de le dire Yves, il marche plutôt qu'il ne court, alors que le Bouba Camara a le sens d'anticipation, il jaillit, il coupe les trajectoires, donc pour moi il a fait un super match contre Lille et j'espère qu'il va continuer dans cette voie. Il y a une victoire contre Lille avec la manière, je le disais, donc à Mario, le retour aussi d'Alvaro en charnière centrale, ça a beaucoup joué, beaucoup influencé. Il est certain qu'Alvaro a montré depuis le début, on a malheureusement s'en aperçu lors de son absence ces 4 matchs qui ont coûté cher, qui ont pesé lourd dans la balance du côté olympien. 6-7 matchs a manqué. Oui, peut-être. Donc c'est un véritable défenseur qui est capable de mettre le pied, comme on dit, et qui est présent et qui soulage le secteur défensif de l'OM. Le patron en défense centrale. Il y a un autre joueur, Yves, qui a donné satisfaction samedi dernier face à Lille.
Attention, de qui je vous parlais. Jordan Le latéral Amavi. gauche, voilà. Jordan Amavi, est-ce qu'il a retrouvé son vrai niveau, Jordan, ou pas? On savait déjà qu'il avait un niveau qui était bien meilleur que ce qu'il a montré ces derniers mois. Donc c'était une anomalie complète qu'il soit dans cet état-là. Maintenant, il faut juger sur quelques semaines ou quelques mois, parce que là c'était vraiment c'était ennuyeux quand même, parce que l'OM jouait sans arrière-gauche, tous les dangers venaient de ce côté-là, donc il fallait vite arrêter l'hémorragie. Bon, sur ce dernier match, ça va. Maintenant, ça demande confirmation. Je l'ai trouvé très bon à Monaco, moi aussi. Hein. Oui. Mais il a été titularisé 2 fois consécutivement. Du coup, c'est vrai qu'on a la sensation qu'il y a un peu eu un déclic, même psychologiquement, pour Jordan Amavi, non? Écoutez, ça me fait plaisir. C'est un bon garçon. Et puis, c'est surtout très bien pour l'OM, parce que j'ai l'impression que souvent les adversaires jouaient de ce côté-là, et notamment dans son dos, entre le central et Amavi. Donc, c'est sûr que s'il n'apparaît plus comme le maillon faible, ce sera un petit peu plus compliqué pour les adversaires. Cela étant, pour en revenir à la victoire contre Lille, c'est vrai que Jordan Amavi a été bon, Morgan Sanson aussi, Camara, Alvaro, mais il faut bien avouer que l'OM a eu aussi beaucoup de chance. Les buts de l'OM sont des buts lillois. Donc, oui, ça a été assez... Sanson est très habile, Camara donne bien le ballon, mais... Il faut souhaiter que l'OM ait autant de chance contre Lyon que contre Lille. Pour compléter sur Amavi, moi je ne suis pas toujours d'accord, et c'est un euphémisme de dire ça, avec les choix de l'entraîneur, mais là j'ai trouvé que Villas-Boas avait une attitude particulièrement positive pour défendre son joueur dans ses mauvais moments. Il est à chaque fois monté au créneau pour lui, c'est vrai. Donc ça c'est bien quand même. Surtout qu'il n'a pas un choix monumental. Mais justement, d'avoir un vrai latéral gauche, ça lui offre aussi en défense des possibilités, puisque effectivement Alvaro sera titulaire en défense centrale, mais il y a aussi Khaled Takar, il y a aussi le jeune Perrin. On retrouve une défense avec quand même des options pour l'entraîneur olympien. Provisoirement, parce que après le match suivant à Toulouse, Tchaleta Tsar et Amavi seront suspendus, donc Camara redescendra, Sakai repassera à gauche, et malheureusement, vu que ce sont généralement les joueurs défensifs qui ont le plus de cartons jaunes, au cours de la saison, il y aura sûrement d'autres suspensions et d'autres changements forcés pour l'entraîneur. Ce qui est important dans votre remarque, c'est vrai latéral gauche. Tout parce à que fait. jusqu'à maintenant, on avait un faux latéral gauche. Tout à fait. Et d'ailleurs, de toute façon, quand vous disiez que Villas-Boas défendait toujours, il a dit de nouveau que c'était la première option. Bounassar, Robert le disait, Bounassar qui va donc occuper le poste d'arrière droit, ça implique aussi pour vous, Yves et Mario, le retour de Valère Germain dans ce couloir? Pas forcément. Non, pour moi non, parce que c'est pas son poste. Il est à contre-courant de tout ce qui se passe sur un terrain. À part que il défend bien, mais il se force à défendre. C'est un attaquant, et c'est pas lui rendre service. Moi, Valère, il faut jouer à 2 attaquants. Et donc, je pense que si on fait appel à Valère Germain, il faut changer le système de jeu. Mais ça, j'ai l'impression que le conservateur Villas-Boas, il n'est pas sur cette ligne-là. Je suis surpris, c'est que il joue à contre-emploi dans cette position. Enfin, c'est un garçon qui est généreux dans l'effort, qui est discipliné. Je vois mal Radjonjic qui, moi, il me laisse sur ma faim depuis qu'il est là. On se demande ce qu'il est venu faire à l'Olympique de Marseille. Alors peut-être que l'avenir va me contredire, mais jusqu'à présent, on n'a pas vu grand-chose de ce garçon. Et je pense fortement que Valère Germain va débuter le match. Moi, en fait, Valère Germain n'est pas un ailier droit, ni encore moins un ailier gauche, mais c'est un vrai attaquant, et il lui est souvent arrivé, en jouant théoriquement ailier droit, de venir justement dans l'axe aux côtés de Benedetto pour laisser le couloir droit à Bounassar. Alors quand il faut défendre, il reste côté droit, comme Payet, qui n'est pas un ailier gauche pur, mais donc ça peut être une bonne option si, dans le mouvement offensif, il vient comme deuxième avant-centre autour de Benedetto, en laissant Sarr sur le côté droit. Puis c'est vrai qu'il est généreux, c'est vrai que Radonjic, les seules fois où il a été intéressant, c'est en entrant en cours de jeu. Ouais. Une fois qu'il a dribblé 1 ou 2 joueurs, il ne cherche pas à s'en plafonner dans le troisième, qui frappe, qui donne le ballon avant de tomber, avant de le perdre. Donc ça peut être un progrès le jour où il fera ça, mais en cours de jeu. D'entrée, je ne l'ai jamais trouvé bien brillant. C'est bien ce que tu dis, parce que ça veut dire que les joueurs prennent sur eux de changer le système de Villas-Boas. Quand tu dis que Germain se rapproche de Benedetto, ça implique que derrière, ça s'organise différemment. Oui, mais ça, c'est pas forcément. C'est bien. C'est pas seulement les joueurs, c'est aussi ce que peut demander l'entraîneur. Et pourquoi il ne le demande pas d'entrée? Quand il aligne Germain, pourquoi il ne change pas son système tout de suite?
C'est dommage. Non, mais il a un système préférentiel, il s'y tient. Maintenant, ce n'est pas les joueurs qui décident, c'est l'intelligence du joueur qui fait qu'en cours de partie, il va plus jouer, se recentrer qu'autre chose. Alors, Mario, tout à l'heure, disait que Villas-Boas ou que Rudy Garcia plutôt avait un bon choix de faire jouer Camara en milieu de terrain en 6. Par contre, on peut dire qu'il a eu de mauvais choix et on ne va pas les énumérer ici parce que ce n'est pas le sujet de l'émission, mais d'avoir fait signer un joueur comme Valère Germain et pour l'utiliser à contre-emploi et le faire jouer seul devant, ce n'était pas une bonne chose pour lui. C'est vrai que là où il était meilleur, c'est quand il jouait en 9,5 derrière Balotelli. Exactement, mais, ou à Monaco ou à Nice. Derrière Falcao, voilà. Oui, bien sûr. Mais après, il n'y a pas... On va dire ça. Après, aujourd'hui, il n'y a pas... Enfin, je veux dire... Et le mercato c'est pas... Non, mais... il n'y aura pas trop de surprises. Une équipe, c'est pas un baby-foot. Hein. Ils ne sont pas bloqués à leur poste. Et il peut y avoir un système théorique de départ et dans le même match, 2 systèmes selon que l'équipe a ou n'a pas le ballon. Parfois, je revois la compo d'équipe de l'OM en finale de la Coupe en 1976 avec Robert. Et je ne sais pas finalement s'il faut dire que Beretta jouait ailier gauche et Noguès milieu de terrain, ou Noguès ailier droit parce que et en fait Boubacar ailier droit ou deuxième avant-centre, c'est un petit peu le même cas. C'était un avant-centre qui jouait ailier droit et puis il y avait un milieu qui venait s'intercaler. Les joueurs et Robert qui était un milieu de terrain théoriquement défensif, il avait marqué beaucoup de buts. Et si on fait un parallèle avec les options tactiques du moment, on jouait en 4-2-3-1 comme on dit maintenant, alors qu'à l'époque on disait on jouait en 4-3-3 ou en 4-2-4, enfin bref. Mais à l'époque, avec Beretta côté gauche et Sarbou Bakar côté droit qui travaillaient, on jouait en 4-2-3-1. Et aujourd'hui, on est plus axé sur les 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3, parce que justement, il y a trop cette tendance baby-foot. C'est-à-dire qu'ils ne sortent pas de leur option. Moi, je trouve qu'ils sont trop sur les rails et qu'ils ne sont pas, comme tu disais, quand Robert était milieu offensif, défensif, tout ça. Aujourd'hui, ils sont dans leur trajectoire et ils n'en bougent plus. Non, ils y sont quand il faut défendre, parce que chacun a une zone à défendre. Après, quand ils ont le ballon, Payet, il ne reste pas sur le côté gauche, hein. Il vient quand même parfois en meneur de jeu, et parfois on se retrouve avec un 4-4-2, avec Payet numéro 10, derrière 2 attaquants, ce qui n'est pas le système théorique de départ, mais qui peut le devenir en cours de jeu. Et dans ce moment-là, tu as l'entraîneur qui est devant le banc, fou furieux, pour les remettre à leur place. Non, parce que ça fait partie aussi des plans de jeu, que les types bougent et... Non. Bon, messieurs, gardez un petit peu de jus pour la suite. Je vous sens très prolixe sur ce premier thème. Voilà, exactement. On en a terminé. Ça nous plaît de parler de ça. Et on espère qu'André Villas-Boas regarde aussi cette émission. Je ne pense pas qu'il ait besoin de nous. Mais invitons-le. mais on va l'inviter. Vous avez raison, Yves. Bon, merci en tout cas. On en a terminé avec le premier thème de ce JT de l'OM spécial. Merci à tous les 3.